Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette présentation sur la politique agricole commune. Didier Algans, je vais faire la présentation avec Carlos. Carlos. Oui, bonjour tout le monde. Voilà, on a un petit souci au niveau connexion Internet. On est à Trèves à la Chambre d'agriculture et depuis 10 minutes, on n'a plus d'accès à Internet. On s'est reconnecté via nos téléphones personnels pour avoir un peu de connexion. J'espère que ça va tenir. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat, puisqu'on a coupé les micros de tout le monde pour que ça soit beaucoup plus audible. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des soucis là de connexion ou du moins de compréhension voilà, de notre présentation. Euh, donc, je vous rappelle que cette présentation, vous pouvez, au fil de l'eau, poser les questions dans le chat. Avec Carlos, on les prendra au fil de l'eau hein, pour y répondre ou éventuellement, on fera un récap en fin de présentation. Voilà. Si c'est bon pour tout le monde, je vois qu'il n'y a pas, il y a pas de problème particulier. Donc, je vous propose d'attaquer. Cette présentation, on est à la quatrième lecture du diaporama PAC 2026. On a déjà fait trois réunions d'information, trois réunions de secteur avec Belpêche, Kiang et Castelnaudary. Je vous rappelle qu'on en a trois de plus prévus la semaine prochaine avec Narbonne, Peb et puis Cessac et Alaigne également. Donc, il en reste quatre. Voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter, poser des questions. Cette présentation, elle est intermédiaire hein, dans la PAC, puisque 2023-2027, il reste 2 années sur la PAC telle qu'on la connaît. 2028, on sera sur une nouvelle politique agricole commune. Voilà, donc pour l'instant, il est bien trop tôt pour vous expliquer les contours de ce qui se mettra en place. Mais en 2026, on est sur une continuité avec quand même des points de vigilance et des points d'attention, principalement issus des contrôles que les uns et les autres vous avez pu avoir sur les exploitations. Et donc, on va essayer de vous expliquer tout ça en rappelant les tenants et les aboutissants de la PAC, en sachant que pour ce qui est connu et qui ne change pas, on va aller assez vite dans la présentation voilà, vous pouvez bien sûr nous interrompre à tout moment pour poser vos questions. Voilà, ceci étant dit, Carlos, c'est bon, on y va? Allez, parfait. Donc, on va sur cette présentation parler des nouveautés. Nouveautés 2026, il y en a toujours un petit peu. Les définitions, pas de changement, donc on les passera assez rapidement. Les aides du premier pilier, là aussi, pas trop de changement, mais on l'abordera, quoi qu'il en soit. Les aides du second pilier, donc, les aides d'un côté, les obligations de l'autre avec la conditionnalité, donc les obligations qui sont faites aux agriculteurs, donc les bonnes conditions agricoles, environnementales et BCE, c'est lié aux déclarations PAC, mais il y a aussi toutes les autres obligations, les exigences réglementaires en matière de gestion qui sont pas forcément rattachées au dossier PAC, mais dont les exploitants doivent euh, les exploitants doivent les respecter, voilà, tout simplement. Voilà, donc on les listera. Hein. Les contrôles qui sont faits sur tout ce qui est cultivé dans le cadre du système de contrôle en satellite et donc en temps réel. La notion de droit à l'erreur qui permet de corriger des dossiers PAC jusqu'au 20 septembre. Alors, je rappelle là qu'on est encore en train, avec la DDTM, de corriger un certain nombre de choses, notamment sur les aides végétales et sur les contrats. Donc, un point de vigilance, c'est vraiment sur le remplissage des documents, quoi. Les signatures, il faut qu'elles y soient. Les numéros package, voilà, il faut relire tout ça de manière à éviter les erreurs parce que ça retarde les paiements. On peut le corriger. Jusqu'à présent, et encore on le fait, mais ça retarde, quoi qu'il en soit, le paiement des aides. Le calendrier de la déclaration PAC 2024, 2026, pardon, et l'accompagnement que l'on propose à la Chambre d'agriculture. Voilà. Les nouveautés.
Donc, la principale, c'est plus de code Télépac. Le dernier qui a été reçu par les agriculteurs, il a été envoyé en octobre 2024. Et c'est celui qui fait foi pour modifier le mot de passe à aujourd'hui. Il n'y aura plus d'autres codes Télépac. Ce qui veut dire que le mot de passe, le dernier créé et utilisé, est toujours d'actualité et est toujours valable. Voilà. Donc, ça a son importance, ça permet de simplifier les choses. Par contre, là où on est dans une situation un petit peu plus compliquée, c'est que toute nouvelle surface déclarée à la PAC, il faut que l'agriculteur puisse justifier de la maîtrise foncière. Donc, maîtrise foncière, dont on vous a mis dans le diaporama là, le texte qui vient de sortir. Alors, c'est à ce matin, hein, donc c'est en résumé, l'exploitant doit justifier soit d'être exploitant et propriétaire des parcelles, soit d'avoir un bail long terme ou bail à ferme, convention pluriannuelle, ou donc une quelconque preuve comme quoi, alors ça peut être un commodat, ou une simple attestation du propriétaire comme quoi il a bien laissé la parcelle à l'exploitation de l'agriculteur. Ces surfaces-là, pour toute nouvelle surface déclarée à la PAC, il faut joindre les justificatifs aux déclarations. Mais quoi qu'il en soit, la DDTM les demandera s'ils ne sont pas joints au moment de la déclaration. Et il est bien précisé que l'admissibilité des surfaces, c'est en date du 15 mai. Donc, en cas de pâturage, par exemple, il faut que ce soit pâturé au 15 mai. Et la maîtrise foncière, il faut l'avoir au 15 mai ou avant cette date-là. Voilà, donc c'est une nouveauté 2025, ça, qui sera maintenue en 2026. Dans les autres évolutions, il est question dans Télépac, et là c'est la partie information à la parcelle, il est question que les IAE, les infrastructures agroécologiques, soient désormais déclarées à la parcelle et les coches, notamment pour les jachères, sur la précision de l'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques, ça soit coché à la parcelle. Donc il n'y aura plus de pages dédiées à cette information-là. Ça sera parcelle par parcelle qu'il faudra le préciser. Idem pour les bandes de tampons, les bordures. L'information d'IAE se fera à la parcelle. Voilà. Donc, on vous a mis la copie d'écran de ce que sera Télépac avec les différentes coches à rajouter. Donc, j'en profite aussi pour vous dire que toute la présentation qu'on vous fait donc, sur ce diaporama, mais aussi sur celui du Prorata, est disponible sur notre site, donc dans la page PAC 2026. Alors, pour l'instant, il y a le diaporama 2025 et le webinaire enregistré comme on le fait aujourd'hui, mais la version 2025. Dès qu'on aura terminé les réunions d'infos, on remettra à jour notre page web et donc vous aurez les supports consultables tout au long de l'année. C'est justement la question qui vient d'être posée. Tu l'as pas vu, mais Parfait. voilà, le timing est parfait. Bon, allez, très bien. Concernant les contrôles, alors là, on est sur la notion de prairie sensible. Donc, on a eu la surprise en décembre 2025 sur au moins un agriculteur, qui en plus est un jeune agriculteur, de recevoir une lettre de fin d'instruction de la campagne 2023. Donc, première chose, quand les exploitants reçoivent des lettres de fin d'instruction, ils reçoivent un mail qui leur dit: vous avez un courrier dans telle campagne. Il est important que les gens soient réactifs, parce que pour le coup, là, on va s'occuper en 2026 des courriers de la campagne 2025, mais on ne revient pas forcément sur les 2 ans en arrière. Par contre, pour cet exploitant-là, et l'exemple, il est concret, il y a 2,5 hectares de prairies sensibles, de prairies naturelles qui n'auraient pas dû être retournées et qui ont été semées en luzerne et en céréales. Ces 2,5 hectares sur 100 hectares admissibles conduisent à une pénalité de 3% de l'ensemble des aides de la PAC. Alors que dans l'ancienne PAC, en 2022, on était à 3% de pénalité sur le verdissement. Donc, pour cet exploitant-là, ça représente 2 500 € de pénalité. Mais surtout, sur ce document envoyé, il est précisé que si la répétition de cette anomalie se répète donc sur 2024 et 2025, alors le taux de pénalité passe à 15%.
Alors, le taux est très important, mais surtout, l'agriculteur, il n'a aucun moyen de revenir sur les deux autres campagnes. Donc, un recours a été déposé en DDTM pour souligner la notification tardive de cette lettre de fin d'instruction. Aujourd'hui, c'est toujours pas instruit. Mais vigilance sur les courriers que reçoivent les exploitants parce qu'il peut y avoir des bombes à retardement sur des aides retenues dans un second temps. Voilà. Donc, à noter également sur ces notions de prix sensibles, on a et on est en train de les corriger en ce moment même avec la DDTM, des codes SNE, donc surface non exploitée, qui sont utilisés sur les prairies sensibles parce qu'il y a des tas de cailloux, parce qu'il y a du stockage de bois, parce qu'il y a du stockage de fumier, peu importe. Alors, le code SNE gère une anomalie sur les prairies sensibles parce que c'est considéré comme un retournement. Alors que si l'agriculteur utilise le code SIN, qui veut dire surface non pâturée l'année de la déclaration, alors il n'y a pas de retournement, donc pas d'anomalie concernant les prairies sensibles. Donc c'est un détail, mais dans le doute, utilisez toujours le code SIN plutôt que le code SNE. Voilà. Contrôle BCE 2025, on a eu un certain nombre d'agriculteurs qui sont fait contrôler sur les bonnes conditions environnementales, voilà, dans les différents sujets, hein. Donc, on les reprendra tout à l'heure en fin de présentation. Et actuellement, il y a la DRAF qui fait des enquêtes. Alors, ce n'est pas des contrôles, hein. Ils font des enquêtes sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Voilà, donc ça a lieu en ce moment et jusqu'au mois d'avril. Donc, vous pouvez être sollicité par la DRAF pour ces contrôles-là. Alors, pardon, pour ces enquêtes-là. Bien, voilà donc les nouveautés qu'on avait à vous souligner. Rappel, la PAC 2026, donc il y a plusieurs définitions et notamment la précision d'être agriculteur actif. Alors très simplement, un agriculteur actif, c'est quelqu'un qui cotise à la MSA au titre de l'accident du travail. Donc soit en tant qu'exploitant individuel, soit dans le cadre d'une société. Si l'agriculteur cotise sur l'accident maladie, donc sur la maladie et les accidents du travail en tant que salarié gérant des sociétés, alors il est considéré aussi comme agriculteur actif. Par contre, si cette personne-là a plus de 67 ans et perçoit une retraite, alors elle n'est plus éligible aux aides de la PAC. Voilà, donc ça, il n'y a pas de changement depuis 2023, ça a été un peu laborieux à être mise en place, mais aujourd'hui, on est sur une continuité de règles. L'admissibilité des surfaces, je laisse Carlos vous les rappeler. Allez, même si je te passerai la parole pour les Croatas. Donc voilà, nous avons toujours les mêmes trois familles des cultures admissibles pour la PAC. Donc les terres arables, donc toutes les cultures annuelles de moins de 5 ans et les prairies temporaires et les jachères. On a aussi les prairies et pâturages permanents. Donc tout ce qui est land de parcours, donc surface pastorale en herbe, surface pastorale ligneuse, prairie permanente en herbe, et culture pérenne, donc vignes, arbres, les asperges, pépinières, PPAM. Et donc, très important pour qu'une parcelle garde son accessibilité, il faut détenir la maîtrise foncière de la parcelle et il faut assurer un entretien de la parcelle. Donc, il faut qu'elle soit effectivement exploitée, cette parcelle. Si je fais un petit rappel là aussi sur la jachère, parce que c'est un point sensible de toutes les déclarations PAC, donc rappelez bien la définition. Donc c'est un couvert herbacé, sémé ou spontané. La présence obligatoire de ce couvert, elle doit rester 6 mois en place, incluant la date du 31 août, et il y a interdiction de valoriser cette culture. Donc que ce soit fauche, pâturage, et il y a interdiction d'entrepôt de matériel et d'autres actions. Euh, Rappelez que l'entretien de cette parcelle en jachère doit être fait par broyage et le broyage est interdit du 1er juin au 11 juillet.
Et donc, rappelez que dans cette présence des 6 mois, incluant la date du 31 août, qui définit la jachère comme une culture, on peut également la valoriser en tant qu'IAE, infrastructure agroécologique pour l'éco-régime, si elle est levée au 1er mars. Et donc, du 1er mars jusqu'au 31 août, ça nous fait les 6 mois de l'année. Voilà, donc deuxième famille, l'admissibilité dans le cadre des prairies, pâturages permanents, donc le prorata. Donc on a effectivement les prairies, prairies naturelles, donc à prorata à 100% d'admissibilité, à condition d'avoir moins de 10% de non consommables sur les parcelles. À l'opposé, vous avez le zéro pointé qui est à plus de 80% de non consommables. Donc, ça fait partie des îlots, ça fait partie des zones pâturées par les animaux, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de nourriture. Donc, du coup, ça compte à zéro en termes d'admissibilité et pour le paiement des aides. Et ça ne compte pas non plus pour le chargement, notamment de l'ICHN. Et entre le 100% et le zéro, vous avez trois autres classes. Donc, le 0,8 d'admissibilité à 10-30% de non consommables. 0,6 d'admissibilité à 30-50% de non consommables et 0,35 d'admissibilité à 50-80% de non consommables. Dans le non consommable, je rappelle que c'est des zones de cailloux, des zones de résineux dans lesquelles il y a que des épines, il y a aucune ressource qui pousse. Ça peut être des zones aussi impénétrables. Donc voilà, il faut arriver à juger au plus juste de ce prorata, qui est une couche à part des îlots, à part des parcelles culturales. Donc c'est comme la SNA, la surface non agricole, c'est une couche autonome dans la découpe et dans le positionnement du prorata. Voilà. Donc on va juste revenir sur un deuxième support que vous avez également à disposition sur notre site qui est la présentation dédiée au prorata. Alors, on ne va pas la passer voilà, dans le détail, mais quand même, il y a des éléments à rappeler. Donc, au-delà de la grille, c'est 4 étapes pour arriver à l'admissibilité de ces surfaces-là. Donc, un contrôleur qui viendrait va vérifier la présence d'herbivores sur l'exploitation. Alors, c'est une obligation, hein. Je rappelle que sur les surfaces à la PAC, il y a plus d'obligation aujourd'hui d'avoir une production. Par contre, il faut avoir un entretien. L'entretien peut être fait mécaniquement. Vous avez une lande des parcours, une pelouse, les gyrobroyés, elle est entretenue. Par contre, si elle ne peut pas être gyrobroyée ou si elle n'est pas gyrobroyée, obligatoirement, il faut des animaux sur l'exploitation pour réaliser l'entretien par le pâturage. Et ça ne peut pas être les animaux du voisin qui viennent assurer l'admissibilité des surfaces de l'agriculteur. Il faut qu'il ait son propre cheptel. Par contre, un viticulteur notamment qui a des prairies plutôt que des jachères, parce que les jachères, c'est zéro production, mais un viticulteur qui a des prairies, il peut faire une fauche et une fois qu'il a fait une fauche ou un gyrobroyage, les refus de pâturage peuvent être consommés par les animaux du voisin. Donc il y a vraiment une subtilité dans ce fonctionnement-là qui fait qu'il y a des choses qu'on l'on peut faire et d'autres qui sont interdites. Voilà. Donc un contrôleur, il va vérifier. Alors je rappelle que le satellite, il contrôle tout ce qui est cultivé, mais le prorata, c'est un contrôle terrain et tous les ans, il y a à peu près 60 exploitants qui passent au contrôle. Donc, le contrôleur va vérifier à l'automne, donc septembre, octobre, novembre, l'admissibilité des surfaces. Donc, il va regarder si effectivement il y a des clôtures, s'il y a des chemins d'accès, des points d'eau, des blocs de sel, l'obligation d'avoir des animaux sur l'exploitation, la circulation de ces animaux et toutes les traces qui permettent, en date du 15 mai, puisque c'est le 15 mai qui est l'admissibilité se juge à cette date-là. Donc tout ce qui est reconquête, qui n'est pas pâturé au 15 mai, sauf s'il y a des traces de l'année d'avant, bien sûr. Mais si c'est de la reconquête, il y a zéro pâturage depuis 15 ans. Alors, si ce n'est pas pâturé au 15 mai, on déclarera ces surfaces admissibles l'année d'après, une fois le pâturage fait. Voilà, et donc après, il y a le prélèvement de la ressource, donc que ce soit sur l'herbe, mais aussi sur les lignes. Donc, attention, message à faire passer aux exploitants. Entre le printemps où la végétation est présente avec le verdissement, notamment de l'herbe, et l'automne où sont faits les contrôles, où le contrôleur, lui, a l'impression qu'il y a moins de ressources parce que cette ressource, soit elle a été pâturée ou soit elle a été tout simplement grillée par la chaleur. Donc, il faut avoir un jugement un peu intermédiaire de ce prorata.
Voilà, donc ensuite, rappelez que le prorata, on l'attribue à une parcelle d'au moins 1,5 hectare. Voilà, en dessous, c'est diffus dans la surface non consommable. Et voilà, toujours ce schéma qui permet d'identifier des surfaces très propres de prairies fauchées que l'on va définir en ZDH à 100%, donc prorata 1. D'autres zones qui sont très propres aussi, mais qui sont uniquement pâturées, mais ça reste du prorata 1. Puis on fait un zoom sur cette zone-là, où là, on aura plutôt des clairières avec des zones intermédiaires pour lesquelles il n'y a pas de ressources, donc on sera un prorata moyen de 0,6 par exemple, et le reste, s'il n'y a rien à bouffer, c'est du 0,35. Et si un peu, ou 0, bien sûr, s'il n'y a rien du tout. Et s'il y a un peu de ressources, ça peut être du 0,35. Voilà. Donc ça, c'est exploitation par exploitation, et c'est à l'exploitant de donner le bon prorata pour correspondre à la réalité. En suivant, dans la présentation, il y a toutes les espèces qui sont non consommables, avec les photos. Donc vous voyez que voilà, c'est des végétaux donc, que les animaux ne consomment pas. Et par différence, tout le reste, à condition que ce soit consommé par les animaux, alors c'est admissible. C'est le cas notamment. Alors la fougère, elle n'est pas consommée, mais si elle a de l'herbe au pied, c'est l'herbe qui est admissible. Si par contre au pied de la fougère, il n'y a rien, c'est à zéro. Donc il y a aussi l'exemple des arbres dans lesquels il y a de la ressource pâturée par les animaux. C'est la ressource-là qui est consommable, y compris la ronce. Donc, lorsqu'on est, alors je passe assez rapidement hein, parce qu'il n'y a pas de nouveauté, mais dans une prairie, quand on a un tas de ronces comme ça fait moins de 10%, c'est admissible à 100%. Ici, lorsqu'on a une mur de ronces qui empêche les animaux de rentrer dans le sous-bois, alors là, ce n'est pas admissible. Voilà, donc je rappelle qu'à la suite de ce prorata, on a des photos avec une idée de ce qu'on peut déclarer comme prorata. Ici, vous voyez ou vous devinez que c'est de la ronce, mais cette ronce, elle est pâturée par les animaux, donc elle est admissible, contrairement au mur de tout à l'heure qui interdisait la pénétration des animaux. En estive, la calune, c'est admissible à 100%. Et ensuite, moins il y a de ressources et plus le prorata est revu à la baisse. 0,8 par exemple à ce niveau-là. Voilà, donc je passe rapidement. Il n'y a pas de nouveauté. On a ici ensuite tout ce qui est à zéro parce qu'il n'y a pas de ressources ou parce que c'est impénétrable. Voilà, zéro aussi, il n'y a rien à manger. Sauf dans les zones AOCP Lardon, ici en rouge, donc où, à condition d'avoir des petits ruminants qui pâturent les fruits chênés et châtaigneraies, alors ces zones-là peuvent être admissibles. Voilà, donc ça concerne les chênaies, les châtaigneraies, avec des petits ruminants qui consomment les fruits. Voilà, donc les codes culture prairie permanente avec de l'herbe, surface pastorale avec de l'herbe, surface pastorale avec des ligneux, pour lequel on doit avoir un chargement minimum à 0,20 GV hectare sur la surface admissible. Et les chênaies, les châtaigneraies, on a des codes à rajouter dans les formations à la parcelle, donc 1, 2 et 3. Voilà, selon si c'est des gros châtaigniers ou des gros chênes très productifs, des taillis sous-futés ou des taillis denses de châtaignier, donc c'est-à-dire après des coupes ou des taillis denses de chêne, ça fonctionne de la même façon. Donc on peut être à prorata 1, 0,8, 0,6. Le code SIN, on l'a évoqué tout à l'heure, surface non pâturée l'année de déclaration. Et donc, on a en dernier lieu le chargement lié sur les SPL. Si j'ai peu d'animaux sur beaucoup de surfaces, et notamment une partie des surfaces en ligneux, surface pastorale ligneuse, alors ma surface, elle est déduite. Donc, j'ai une partie des hectares qui ne sont pas primés au travers des aides du premier pilier, DPB, paiement redistributif et éco-régime. Ça n'agit pas sur l'ICHN, ça n'agit que sur les aides du premier pilier découplées. Donc, dans le doute, puisqu'on différencie une SPH à une SPL selon le présence d'herbe ou de ligneux, c'est majoritairement. Donc, si on est à 50-50, il vaut mieux déclarer des SPH avec de l'herbe plutôt que des SPL, puisque avec de l'herbe, on n'a pas de calcul de chargement à faire. Voilà, donc
très rapidement. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, Carlos. On n'a plus de réseau sur l'autre ordinateur, donc je ne sais pas. On peut le Ah, consulter. Euh, alors, on n'a plus de réseau, désolé. euh, et- conversation. Voilà. Prendre. Non, pour l'instant, j'ai pas eu de questions, si je ne me trompe pas. On le reprendra aussi à la fin. Vous êtes toujours en ligne? Je pense que oui. Du coup, on va continuer donc avec la présentation. Allez, on en était là. Donc là, je reprends sur les questions du premier pilier, sur les aides du premier pilier. Donc là, pour vous structurer un petit peu la suite de la présentation, on va parler des aides du premier pilier, ensuite aide du deuxième pilier, puis conditionnalité, et puis la suite, c'est le système de contrôle et l'accompagnement de la chambre. Donc, dans les aides du premier pilier, donc rappelez à tout le monde, donc il y a deux types d'aides dans le premier pilier qu'on appelle les aides découplées. Donc, elles sont découplées, elles ne sont pas liées à la production, sont liées à la surface. Donc, les DPV, les forfaits jeunes agriculteurs, l'aide redistributive et l'éco-régime. Et puis, on retrouve les aides, cette fois-ci, couplées à la production. Elles peuvent être végétales et animales. Donc, pour commencer avec la première des aides découplées, donc, on a les DPV, les droits au paiement de base, donc une valeur moyenne payée de 123 euros qui risque d'être recorrigée un petit peu à la hausse jusqu'à 126. Rappelez que les transferts est toujours possible vers des agriculteurs actifs, donc dans les cas des départs à la retraite ou des exploitants qui deviennent plus agriculteurs actifs. Donc, vient veiller à que ces DPV soient transférés parce que, vous le savez, il y a une remontée en réserve après 2 ans consécutifs de non-activation. Et la grande nouveauté qui avait tout basculé en 2023, c'était que ces DPV, c'était la porte d'entrée pour toucher les trois autres aides découplées, donc l'aide redistributive, l'éco-régime et les cas échéants, les forfaits JA. Pour continuer, donc je vous ai introduit deux définitions, donc jeune agriculteur et nouvel agriculteur. Donc jeune agriculteur, on considère un exploitant qui a moins de 41 ans au 15 mai de l'année qui dépose son dossier. Il est agriculteur actif, donc ça on l'a évoqué tout au début, c'est la clé d'entrée pour toutes les aides PAC. Il doit justifier d'un diplôme niveau 4 agricole ou justifié d'une expérience professionnelle dans le monde agricole. Et de l'autre côté, on a les nouveaux agriculteurs. nouvel agriculteur. Allez, c'est bon, corriger le problème des sons. Un nouvel agriculteur, donc il n'y a pas de critères d'âge et il doit justifier d'un diplôme niveau 3, donc équivalent au bac. Cette fois-ci, il n'est pas nécessairement agricole. Et s'il n'a pas un diplôme au niveau 3, il peut justifier d'une expérience agricole, voilà, de 24 mois durant les 3 dernières années. Donc, et ces deux groupes de personnes, ils ont accès donc à l'attribution des DPV par la Réserve nationale. Donc, dans le cas d'un jeune agriculteur, il peut faire une demande de DPV à la Réserve nationale dans les 5 années qui suivent son installation. Et donc, sur les parcelles qu'il va déclarer cette année-là, et qui n'était pas en vigne en 2013, qui reste l'année de référence, il va se voir attribuer des DPV à la valeur de la moyenne nationale par la réserve. Et les nouveaux agriculteurs également, ils vont pouvoir faire cette demande. Par contre, ils n'auront que 2 années pour faire cette demande suite à son installation. Et en complément de ça, les jeunes agriculteurs, ils peuvent bénéficier d'une aide complémentaire pour les jeunes agriculteurs, d'un montant de 5 300 euros par exploitation, sur laquelle on va pouvoir appliquer la transparence GAEC. Il a 5 années pour faire sa demande et il peut en bénéficier pendant les 5 années qui suivent à cette demande. Et, euh, et voilà, et, bon, il y a des conditions d'éligibilité qu'on a évoquées tout à l'heure. Et dans le cas d'une société, donc, on considère que la société devient jeune agriculteur lorsqu'elle intègre un jeune agriculteur à son intérieur.
Alors, Oui, juste Carlos, j'ai pu reconnecter l'autre oui, ordi. nickel. On a une question avant d'aller sur un petit peu plus loin. Je te la laisse la lire. Oui, on confirme qu'il n'y aura pas de contrôle sur les zones brûlées cette année. Je pense qu'on avait entendu au moins dire que la pression du contrôle allait se réduire sur ces zones-là et Voilà. il n'y allait pas en Alors, avoir. oh, ouais, ça a été dit. Ensuite, à aujourd'hui, on n'a pas encore échangé avec la DDT, mais c'est prévu mercredi prochain. Mercredi prochain, on a rendez-vous avec notre DDT et on le rajoute dans les précisions à leur soumettre. Tout à fait. Et la deuxième question, vous pouvez juste préciser concernant les SSEA, pour avoir droit aux aides PAC, il faut au moins détenir 1% de part sociale par une personne physique qui répond à la définition d'agriculteur actif. Alors, il y a Euh, SCEA, il y a deux choses. On peut être en SCEA avec un exploitant. Donc, on est dans ce cadre-là. Merci, Carlos. SCEA ici, dont le gérant est une personne physique. Voilà. Donc, effectivement, dans ce cas-là, 1% de part sociale suffit. Par contre, si on est dans le cadre d'une SCEA dont la gérance est assurée par un salarié gérant, à ce moment-là, il faut qu'il soit à 5% de part sociale. Voilà. Avec un agri, oui. Avec un gérant salarié, non. C'est 5% qui doivent être détenus. Et on enchaîne avec une autre question. Donc, si je suis installé depuis 10 ans, mais je n'ai jamais demandé de DPE à la Réserve nationale parce que je n'avais pas l'info, je ne peux plus le faire. Exact. Puisque alors, excusez-moi, je suis en train en même temps. Je fais deux trucs à la fois et j'y arrive pas. Désolé. Donc, il y a deux statuts. Jeune agriculteur, vous avez 5 ans ou 6 campagnes PAC pour aller chercher les DPB à partir de la prise de statut MSA. Donc, quand on dit prise de statut MSA, c'est accident du travail. Ça veut dire qu'un cotisant solidaire qui débute une petite activité, il est à ça, donc son activité débute. 5 ans ou 6 campagnes PAC. Si je suis nouvel agriculteur, donc plus de 41 ans, ou pas forcément le diplôme de niveau 4 agricole, alors j'ai 2 ans ou 3 campagnes PAC. Donc dans l'exemple cité là, les 5 ans ou 6 campagnes PAC sont passées, même s'il était GA, donc c'est terminé, il n'y aura plus de DPV issus de la réserve. Le seul moyen de la récupérer, c'est une clause de transfert avec un voisin, un ami. Ça peut être fait gratuitement ou depuis quelques années, ça se monnaie financièrement à la valeur du DPB. Donc j'en profite pour rappeler que encore cette année, ça peut valoir le coup d'acheter des DPB à condition de ne pas les payer plus cher que ce qui seront remboursés à la PAC à l'automne. Et donc ça permettra d'avoir une année, c'est-à-dire 27, à percevoir. Voilà. Et si les DPB sont maintenus en 2028, bon, ben là, à ce moment-là, le jeu est intéressant. Mais on a, pour l'instant, pas de certitude pour l'après 2027. Voilà. Donc, on est bon, Carlos. On a Euh, balayé les questions. oui, Allez, je te laisse oui, on l'intervention. continue. Je vais te laisser après la parole pour les aides animales. Je te remercie. Allez, donc on continue. Aide redistributive, c'est encore une aide découplée, très simple, donc 50 euros par hectare sur les 52 premiers hectares admissibles de l'exploitation. Sur cette aide-là, bien sûr, on applique la transparence GAEC, donc on peut démultiplier le plafond en fonction de parts sociales détenues par les associés du GAEC. Alors, l'éco-régime, hein, si tu veux, je prends le relais. Ouais. Donc, il y a 3 voies d'accès possibles pour avoir droit à ce complément d'aide. Le plus simple, on va y aller, c'est la certification. Alors, je ne parle pas du niveau 1, c'est le niveau intermédiaire à 49 euros par hectare. Autant aller essayer de chercher le niveau 2 à 66 euros par hectare. Dans les certifications, je suis certifié HVE. Alors, HVE, c'est la version 3, niveau 4 ou niveau 3, version 4. C'est la version de 2022. Voilà. Donc, à ce moment-là, je suis éligible pour être bénéficiaire du complément de l'éco-régime. Et pour ceux qui sont en bio, à condition d'avoir la totalité des surfaces engagées en conversion bio ou déjà en AB, là, on a un niveau d'aide majoré qui est payé cette année à 96 euros par hectare, donc 30 euros de plus que l'HVE. Et il est question que ça soit porté à 110 euros par hectare. Bon, ça restera confirmé, mais il y a des reliquats d'enveloppe et j'en profite pour vous dire que toutes les aides couplées sont dans des enveloppes fermées. Donc, c'est le nombre d'hectares ou le nombre d'UGB qui permet de diviser le montant qui sera perçu par les hectares ou par les UGB.
Voilà, donc pour le bio, majoration attendue. Il faut quand même savoir qu'on peut avoir cette aide à l'écorégime majoré bio qui, à quelque part, remplace un petit peu l'aide au maintien bio qui a disparu. On peut l'avoir à condition d'avoir au moins une parcelle dans l'assolement qui ne bénéficie plus ou qui ne bénéficie pas des aides à la conversion bio, donc aide du second pilier. Voilà. Donc, du coup, si jamais je ne peux pas aller chercher l'éco-régime par la voie des certifications, on va essayer d'aller le chercher par la voie des pratiques. Alors, la voie des pratiques, pour tout ce qui est terre arable, donc, ça renvoie là maintenant aux différentes familles. Donc, tout ce qui est cultivé, qui a moins de 5 ans, terre arable, il faut arriver à 5 points pour être éligible à l'éco-régime. Donc, les points, ils sont en fonction d'une grille que vous avez là, affichée à l'écran. Donc, voilà, prairie temporaire, par exemple, les jachères, si j'ai de 30 à 50% de mon assolement dans ces cultures-là, alors j'ai 3 points. Il faut que j'arrive à 5. Donc, je peux compléter ça avec 10% de plantes fixatrices d'azote, légumineuses, par exemple. Ça peut faire 3 points de plus. Les céréales, ça peut faire 1 point. On différencie hiver-printemps avec la séparation qui est faite en fonction du semis avant le 31 décembre, c'est céréales d'hiver. Après le 31 décembre, céréales de printemps. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a un satellite qui prend des prises de vue régulièrement et qui peut déterminer à quelle date le semis est fait, ou du moins la levée est faite. Voilà, donc céréales, les oléagineux, c'est pareil, printemps-hiver. Les autres cultures de terre arable, elles sont listées là. Les petites exploitations, elles ont 2 points d'office et les prairies permanentes, donc pour les éleveurs qui sont avec des surfaces cultivées, on peut avoir aussi 1, 2 ou 3 points. Voilà, donc l'assolement, plus il est diversifié et plus il amène le point. Lorsqu'on arrive à ces points, on est éligible à l'écorégime niveau 2. Par contre, on a aussi les règles pour les surfaces de prairies pâturage permanent. Donc, je rappelle que si vous êtes en prairie sensible, c'est zéro produit phyto sur les surfaces, y compris les clôtures. Donc, pour aller chercher l'écorégime niveau 2, il faut avoir moins de 10% de surface labourée pour y refaire de l'herbe. Hein, j'ai mon assolement ici de l'année d'avant. Toute la partie ici en vert, c'est de surface foragère. J'en laboure la moitié, je suis à plus de 10%, mais j'en mets une partie en céréales, donc du coup, ça, je ne le prends pas en compte. Je ne compte dans les 10% que la part en herbe, ressemée en herbe, et donc qui va rester dans la famille des prairies de pâturage permanent. Donc ça, c'est le ratio. Maintenant, je rappelle aussi que c'est hors prairie sensible, parce que si je suis à prairie sensible, ici, c'est zéro labour. Voilà, donc pour les cultures pérennes, donc la vigne, les vergers, etc., c'est l'enherbement qui est vérifié là. Il faut être à quasiment 100% d'enherbement pour bénéficier de l'éco-régime pour la voie des pratiques. Ce qui est assez compliqué pour notre département. Donc, à savoir aussi que si je suis sur une exploitation mixte avec des terres arables, des prairies pâturages permanents et des cultures pérennes, alors à plus de 5% de surface pour chacune des familles, je dois respecter l'ensemble des critères pour entrer dans l'éco-régime par la voie des pratiques. Si je ne suis pas dans les clous pour une des familles, alors je perds l'éco-régime sur l'ensemble des hectares de mon assolement. Certification, on l'a vu, c'est le plus simple. Les pratiques, selon le cas. Sinon, je peux aller chercher l'éco-régime majoré par les IAE, qui sont les infrastructures agroécologiques, à condition d'avoir un équivalent de 10% par rapport à mon assolement. Donc, je rappelle que pour avoir l'éco-régime, il me faut détenir au moins un DPB. Voilà pourquoi, depuis 3 ans maintenant, tous les viticulteurs se mettent à chercher au moins un DPB pour entrer dans le bénéfice de la PAC. Donc, les 10% d'infrastructures agroécologiques, je peux aller chercher sur des haies, des alignements d'arbres, des arbres isolés, des bosquets, des mares, des fossés, des bordures de champs, des jachères et des murs traditionnels. Voilà, donc il y a des coefficients chaque fois. Un mètre de linéaire de haie égale un équivalent de 20 mètres carrés de surface. Donc si j'ai 100 hectares, il me faut un équivalent de 10 hectares en IAE
Le plus simple, c'est la jachère. J'ai des jachères, 1 hectare compte pour un, j'ai 10 hectares de jachère, je suis déjà à 10%. Je rajoute quelques éléments de biodiversité et je couvre largement mes infrastructures agroécologiques. Si je vais chercher mes IAE que sur les éléments paysagers, je prends le risque qu'entre ma déclaration et ceux qui seront instruits par la DDTM, eh bien, je ne retombe pas sur mes mêmes pourcentages. Hein, on prend souvent l'exemple du fossé. Le fossé, eh bien, s'il est limitrophe avec 2 agriculteurs, chaque agriculteur peut le prendre en compte. Donc, quand vous le déclarez, il est comptabilisé à 100% parce que vous le déclarez. Mais si l'autre agriculteur fait pareil, à l'instruction, il sera partagé de moitié-moitié. Donc, du coup, vous perdez artificiellement une part d'infrastructures agroécologiques. Donc, c'est voilà, voilà, je me répète, mais on y va là-dessus si on a de la jachère. Et de la jachère, comme l'a dit Carlos tout à l'heure, présente au 1er mars. Parce que si votre jachère, elle arrive après un arrachage viticole en avril, parce qu'il y a un peu d'herbe qui pousse, alors elle ne sera pas IAE. Elle sera déclarée jachère, mais pas IAE. Et donc, du coup, pas éligible à cette notion d'éco-régime. Voilà. Et rappelez aussi, Didier, une erreur qui arrive souvent, une prairie permanente, elle ne peut pas devenir une jachère. On en a eu quelques cas pour venir chercher ces pourcentages d'éco-régime, des IAE, on a essayé de déclarer des prairies permanentes en herbe en jachère et ça, c'est pas possible. Pour que la prairie permanente, si je ne suis pas en prairie sensible, hein, parce que là, zone Natura 2000, c'est zéro changement de code culture. Sinon, l'impact financier, on l'a vu au départ, il peut être très élevé. Mais pour qu'une prairie permanente hors prairie sensible redevienne une jachère, il faut qu'elle en passe par une culture dans les terres arables, avoine par exemple, et l'année d'après, elle peut basculer en jachère. Mais il faut d'abord qu'elle soit cultivée. Ouais. Et avant de passer à la suite, que c'est les aides couplées végétales, Et le bonus, c'est et le bonus, et bien sûr, j'ai deux questions sur les DPV. OK. Est-ce qu'il y aura cette année aussi un recensement pour distribuer des DPV? Alors, oui, 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 on va très certainement pouvoir récupérer des DPV cette année et pouvoir les redistribuer. La seule chose que je ne sais pas aujourd'hui, c'est combien on va pouvoir en récupérer. Les DPV, avant de les distribuer, il faut avoir des gens qui nous les confient. La position de la Chambre d'agriculture vis-à-vis de ça et de notre président, nouveau président nouvellement élu, Ludovic Roux, c'est oui, on fait le nécessaire pour récupérer tout ce qu'on peut et qu'on puisse le distribuer principalement aux viticulteurs pour qu'ils récupèrent quelques milliers d'euros au travers des dossiers PAC. Mais tant que je ne sais pas combien on va pouvoir en avoir à distribuer, je ne sais pas combien pourront en profiter. Donc pour l'instant, je me laisse jusqu'à la fin du mois. On se laisse, bien sûr, avec Carlos et puis Olivier, là, jusqu'à la fin du mois pour y voir plus clair sur ce qu'on aura en portefeuille. Euh, Effectivement, tous les gens qui n'en ont pas, ou c'est la proposition que je vais faire à notre président, les toutes petites exploitations, on n'a pas encore défini le nombre, mais peut-être jusqu'à 10 hectares de vignes, on leur trouvera des DPP sans problème. Ceux qui cherchent les DPB, qui en ont déjà 50, 60, 80, bon, mais ceux-là, peut-être qu'on va leur dire qu'on n'en aura pas deux de plus pour eux, parce que ça leur change rien. Quand tu as 50 DPB, quand tu en as 50 ou 52, ça change rien. Mais pour une petite exploitation, quand tu en as un et que tu peux en avoir 9 de plus, bon, mais voilà, ça peut amener de quoi payer un peu la MSA. Donc oui, on va le faire. Par contre, je ne sais pas comment on va positionner le curseur. Pour l'instant, dites aux gens d'être un peu patients. Et dans le doute, vous me les renvoyez. Donc, à moi, c'est moi qui gérerai cette partie-là. Voilà. Et la deuxième question, c'est en rapport à quand on parlait d'acheter des DPV cette année et pas les payer à un prix très élevé. Pourquoi, entre guillemets, encore cette année, après les DPV ne servent plus? Je comprends après 2027. Donc, je pense que bon, c'est par rapport à qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les règles de 2028. Donc, on ne peut pas assurer ni garantir que le système de DPV va être maintenu à partir de 2028. Donc, si on s'en tient à ce qu'on sait, on a la certitude que les DPV ils vont rester 2 ans encore, parce que c'est validé comme ça dans le budget. Mm. Et 2028, on verra.
Voilà, et j'espère que l'an prochain, on y verra plus clair sur 2028. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a rien qui est négocié. Voilà, donc, dans le doute, on s'abstient. Mais il reste encore un an et ça vaut encore le coup d'en acheter à condition de ne pas les payer plus cher que ce que ça vaut. Et peut-être même, c'est un peu la position que je vais défendre auprès de notre président, c'est les vendre moins cher que ce que ça vaut. Parce que, voilà, il n'y a plus qu'un an, il y a plus qu'un an à venir. Voilà, affaire à suivre. Donc, éco-régime, complément, bonus et, Carlos, je te la laisse. Oui. Donc, ce bonus est depuis 3 années qu'on est avec ça. On y voit plus clair. On a eu une réunion dernièrement à ce sujet qui nous a bien spécifié toutes les règles. Donc, il y a des règles sur le cumul. Donc, et on ne peut pas le cumuler lorsqu'on accède à l'éco-régime par la voie des infrastructures écologiques. Lorsqu'on est bénéficiaire d'une MAEC qui prime déjà la tenue et entretien des haies, ni dans les PSE, les paiements par service environnemental de l'Agence de l'eau sur la haie. Donc ça, c'est courant avec la PAC et d'autres aides qui existent pour éviter les doubles paiements d'une aide sur la même chose. Donc, il y a des règles pour pouvoir y prétendre. Donc, une présence de moins 6% des haies sur la surface agricole utile admissible d'exploitation. Donc, bon, on a fait peut-être une cote mal taillée, mais pour que vous ayez une ordre d'idée, c'est environ 30 mètres des haies par hectare. Et aussi, il faut, pour que ça puisse être validé, être engagé dans un programme de gestion durable de la haie qui soit attesté par un organisme certificateur. C'est connu sous le nom Label Haie. Donc, on vous a mis à l'écran les coordonnées de l'auditrice qui s'occupe à arbres et paysages. Donc, le montant de l'aide, il a été révalorisé l'année dernière. Avant, c'était 7 euros. Là, maintenant, il est passé à 20 euros. Et sur la présentation qu'on a eue, on a eu un chiffrage d'une exploitation type. Et bon, on a fait des petits calculs et on estime que voilà, ça a un coût d'environ 13 euros par hectare de faire la certification de ces labels et pour aller chercher 20 euros. Donc voilà, l'information, celui qui l'intéresse, il a au moins les chiffres. Donc, alors, on continue donc avec les aides couplées végétales. Je m'en occupe, si tu veux, Carlos. Allez, Donc, ça concerne principalement l'élevage. Du coup, bon, mais pas de changement. Donc, un éleveur peut bénéficier de cette aide-là à condition qu'il ait au moins 5 UGB. Ou un céréalier ou viticulteur peut, s'il implante des légumineuses, avoir cette aide-là à condition de signer un contrat avec un éleveur qui détient, lui, les 5 UGB. Il y a quand même une logique hein, qui est vérifiée aujourd'hui par la DDTM sur cette aide-là, puisqu'avant, c'était un seul bénéficiaire de l'aide. Aujourd'hui, ça peut être l'éleveur et il peut signer plusieurs contrats. Mais il vérifie la cohérence entre le nombre d'animaux et le nombre d'hectares de légumineuses qui bénéficient par le contrat de cette aide-là. Voilà, donc du coup, légumineuses, luzerne, trèfle, sainfoin, en pur ou mélangé entre elles. Si on est sur des mélanges de légumineuses et de céréales, ben, il n'y a pas de souci, puisqu'à la première récolte, la céréale disparaît, donc il ne reste plus que la légumineuse. Par contre, si on est sur des mélanges de légumineuses, fourragères et de graminées, alors l'éligibilité de l'aide, c'est uniquement l'année du semis, puisqu'ensuite, la graminée va continuer à être présente et donc, cette aide ne sera plus perçue sur les surfaces à partir de la deuxième année. Voilà, donc le montant, zone de montagne 148 euros par hectare et hors zone de montagne 124 euros par hectare. Donc ça a très peu bougé par rapport à l'année dernière. L'aide au couplet végétal pour tout ce qui est légumineuse, production de graines, légumineuses déshydratées ou la production de semences, voilà, à condition d'avoir un contrat hein, avec une coop ou un semencier, on est sur 124 euros hectare perçus cette année, puisque les paiements ont eu lieu hier. Hein, donc, on a les chiffres depuis hier. Voilà, donc pas plus là-dessus. Et protéagineux, légumes secs et soja,
Il s'était annoncé à 104 euros. Il se pourrait que ce soit payé un petit peu plus, mais on n'a pas eu de certitude pour l'instant. On n'a pas vu de paiement pour ces aides-là. Le seul info que j'ai eu ce matin de la DDTM, c'est que tous les dossiers aides végétales ont été instruits et ont été mis au paiement. Et après, on est persuadé que selon le budget dont dispose l'État pour payer, mais certains sont payés en premier, d'autres sont payés un peu plus tard. Voilà. L'aide au blé dur, à condition d'avoir un contrat avec un organisme collecteur, elle est annoncée à 60 euros. Elle a été payée à 60 euros par hectare en 2025 et il se pourrait qu'en 2026, elle soit portée à 110 euros par hectare. Mais il faut fournir un contrat avec une COP. L'aide couplée pour les graminées, les semences de graminées, elle est annoncée à 44 euros par hectare. On n'a pas eu d'autres infos pour l'instant. Le chanvre, il était annoncé à 98 euros par hectare sur le PSN et les paiements 2025 sont à 67 euros hectare. Alors là, c'est quand même bien suivi puisqu'il faut figurer, donc, en plus de les factures d'achat de semences, les étiquettes originales qui doivent être transmises à la DDTM pour justifier de la production du chanvre. Le maraîchage, donc pour uniquement les producteurs maraîchers, donc c'est pas un atelier mixte à un autre, hein, c'est pas voilà, une grande culture d'un côté et le maraîchage de l'autre, c'est vraiment quelqu'un qui ne fait que du maraîchage entre 1,5 hectare et 3 hectares. Il peut bénéficier de 1588 euros d'aide à l'hectare. Ça n'a pas été payé encore à notre connaissance pour 2025. Donc c'est le montant, il est en rouge parce que c'est le montant prévisionnel. Tout ce qui est fruits, donc on a les montagnes, il y en a très peu chez nous qui sont concernés, mais on en a quelques-uns. Voilà, ils sont notés en suivant. Le riz, 100 euros hectare, le houblon, 440 euros, et les pommes de terre féculières, 172,80. Voilà, donc pommes de terre féculières, donc c'est pas la pomme de terre du Pays de Sceaux. Voilà pour les aides couplées végétales. Aide couplée animale. Assez rapidement, rappeler que l'aide caprine a été déclarée en janvier, comme tous les ans, que le montant attendu, c'est 15 euros par animaux sur à peu près 400, maximum 400 chèvres, avec la transparence GAEC qui s'applique, et il faut avoir minimum 25 chèvres pour entrer dans le dispositif. L'obligation de garder les animaux, c'est entre le 1er février et le 10 mai, c'est-à-dire pendant 5 jours. L'aide couplée végétale sur l'aide ovine, 22 euros par animal, plus 2 euros pour les éleveurs moins de 500 brebis, 6 euros de plus pour les producteurs, nouveaux producteurs dans les 3 premières années, 50 brebis minimum d'éligibilité pour être primés, donc les femelles de plus d'un an, toujours en date du 10 ou 11 mai selon les années, donc selon un ratio de productivité qui correspond à 0,5 agneaux vendus par brebis sur l'année d'avant pour pouvoir être éligible à l'aide ovine. L'aide couplée animale veau sous la mer ou veau bio. Alors, veau sous la mer, c'est selon le cahier des charges, le label rouge des veaux sous la mer. Et les veaux bio, c'est des veaux certifiés bio qui passent en abattoir. Alors, il y en a très très peu qui sont éligibles dans notre département. Cette aide correspond à 66 euros par animal. L'aide bovine maintenant, alors elle est assez compliquée, mais si on donne les grandes lignes pour les éleveurs, c'est pour les laitiers, éleveurs laitiers, 55 euros par UGB, unité de gros bétail. Donc tous les animaux qui ont plus de 16 mois à la date de référence, c'est-à-dire 6 mois après la déclaration, peuvent bénéficier de cette aide-là. Et pour les allaitages, c'est 102 euros par UGB. Voilà, donc on déclare entre le 1er janvier et le 15 mai. On doit conserver les animaux pendant 6 mois et il faut qu'il y ait également un taux de productivité qui revient 15 mois en arrière. Et chaque veau né est conservé 90 jours sur l'exploitation dans les 15 mois précédant la date de référence. Alors, ça rend éligible 2 femelles au taux de l'aide bovine à l'UGB. Voilà, donc je repasse assez rapidement. Et donc, il y a un taux de chargement qu'il ne faut pas dépasser pour être éligible à cette aide qui est 1,4 GB par hectare. Donc, il n'y a pas de souci pour notre département.
Et simplement, j'ai oublié un truc, voilà, c'est ici. Lorsqu'on est sur le niveau de base, c'est-à-dire pour les laitiers, c'est 48 GB de primé à 55 euros. Et les allaitants, ils peuvent avoir jusqu'à 120 GB de primé à 102 euros avec la transparence GAEC qui peut s'appliquer pour voilà, transparence sur les parts sociales. Voilà pour les aides du premier pilier, couplées à la production et découplées avec les DPV. Aide du second pilier maintenant. Je ne sais pas s'il y a des questions, Carlos. Non. Pas de questions. Alors, on passe l'ICHN. Donc, je vais continuer pour rappeler que l'on a donc notre département qui est très diversifié en termes de production et de zones hein, entre la mer et puis la haute montagne. On a tout ce qui est en vert, les zones de montagne simple, montagne sèche, haute montagne. Sur la montagne noire, on a également montagne sèche et montagne simple. En blanc, c'est les hors zones. En jaune, défavorisé simple. En marron, défavorisé sèche. Et donc, on a rajouté la piège qui a été exclue de l'ICHN en 2019 et qui a été réintégrée l'an dernier puisque l'État a perdu face à un collectif d'éleveurs. Donc, voilà, chaque zone est découpée selon ce trait qui correspond à la zone méditerranéenne ici, avec des chargements pour l'élevage beaucoup plus extensifs que la zone transitoire là. Donc, on a joint quelques éléments à savoir ici, voilà, et je reviendrai après un peu en arrière. L'optimum, c'est la plage 4 par rapport à des chargements qui vont en zone défavorisée méditerranéenne entre 0,15 et 0,68 GB hectare pour percevoir le maximum d'aide. Plus je m'éloigne de façon extensive ou intensive, et à chaque plage, je perds 10% d'ICHN. Dans le suivant, j'ai le montant. Voilà. Donc, défavorisé simple, c'est 25 premiers hectares à 85 euros, les 25 suivantes à 56,67. Pareil pour la défavorisée sèche, deux montants différents. Ici, Piémont, on n'en a pas, ça concerne que l'Ariège. Et les zones de montagne, on a montagne simple, montagne sèche et haute montagne. Ce qui fait que l'ICHN pour le végétal, ça s'est versé sur les exploitations à condition d'avoir au moins 80% de la surface en zone défavorisée. Donc, zone défavorisée, c'est tout ce qui est en couleur sur la carte. Par différence, c'est les zones blanches qui excluent l'ICHN. Donc, à 80% de surface en zone défavorisée, j'ai 100% de mon ICHN. Si j'ai des revenus non agricoles, selon le montant de mes revenus non agricoles, alors je peux perdre une partie de l'ICHN ou la totalité. Il faut 3 hectares de surface fourragère pour être éligible à l'ICHN. Et si je suis éleveur, il me faut au moins 5 UGB, donc unité gros bétail. Alors 5 UGB, c'est 5 vaches, c'est 35 brebis, ou 34 exactement, ou 34 chèvres, c'est le minimum. Si c'est les équidés, c'est 5 UGB, c'est pour chaque équidé, c'est un UGB, un animal de plus de 6 mois. Mais il en faut 5 reproducteurs. Voilà, c'est vérifier sur les équidés pour s'assurer qu'il y a bien un statut d'éleveur. Dans l'ICHN, il y a 3 niveaux de paiement. Les 25 premiers hectares touchent une aide qui correspond à une ancienne MAE plus le montant de l'ICHN majoré. De la 26e à la 50e hectare, il y a l'ancienne MAE plus le montant ICHN normal de base. Et de la 51e à la 75e hectare, il ne reste plus que l'aide MAE. Voilà, donc la plage de chargement, on l'a évoqué, les montants, on les a évoqués. Quant à l'ICHN végétal pour les zones de montagne, alors celle-là, elle peut être perçue, mais uniquement, je reviens en arrière, sur les parties vertes du département. Là où ça, c'est le plus intéressant, c'est en montagne sèche, hein, contrairement aux deux autres zones qui sont montagne simple ou haute montagne. Donc, montagne sèche, les 25 premiers hectares, on perçoit, les agriculteurs perçoivent 297 euros par hectare. Alors ça, c'est valable sur toutes les productions commercialisées, donc vendues, pour lesquelles on peut prouver qu'il y a bien une vente avec une facture. Donc, ça peut être la vigne, ça peut être de l'herbe, de la luzerne, des céréales, peu importe, des vergers. Donc, tout ce qui est végétal est vendu. Montagne sèche, 297 euros hectare. Par contre, en montagne simple ou haute montagne, c'est 35 euros l'hectare. Il y a un écart très important là, entre les deux.
Et pour le deuxième palier qui va de 26 hectares à 50 hectares, on a 198 euros pour la montagne sèche et 23 euros pour la montagne simple et la haute montagne. Voilà pour les CHN. Carlo, je pense que j'ai fait le tour Mhm. des questions. Toujours pas de questions. Parfait, on continue. Assurance récolte. Ouais. Et après, il n'est pas impossible que les différentes slides de diapo défilent à une vitesse différente à laquelle on parle. Donc voilà, on rappelle qu'on a des petits soucis techniques d'Internet et on est avec nos téléphones. Donc voilà, on s'en excuse pour ça. Donc bon, on va essayer de continuer de faire au mieux. Et donc par rapport à l'assurance récolte, donc on a toujours les mêmes niveaux de couverture de risque. Donc, rappelez qu'il y a depuis cette année, c'est la première, pour les exploitants qui ne seraient pas assurés, ils ne bénéficieront plus d'une indemnité de solidarité nationale en cas des sinistres. C'était le cas avant 2023 et puis bon, il y a eu une volonté de l'État de que tous les exploitants s'assurent. Donc, petit à petit, on va dire, ces paliers d'indemnisation du Fonds de solidarité, il a été en baisse progressive jusqu'à l'année dernière. Et là, voilà, un agriculteur qui n'est pas assuré, il ne bénéficiera d'aucun dédommagement en cas de sinistre. Et par contre, voilà, les agriculteurs qui restent assurés, donc ils ont ces conditions à voir avec l'assurance, donc rappel assurance multirisque, et ils seront défrayés ou aidés par la PAC d'un montant équivalent à 70% du niveau socle de leur assurance. On rappelle que vous pouvez ajouter des garanties complémentaires à votre assurance, donc pour baisser la franchise ou pour être dédommagé à un montant plus élevé de la perte de culture, mais ça, c'est des garanties supplémentaires qui ne sont pas aidées par la PAC. C'est que le niveau socle qui est aidé à hauteur de 70%. Il y a toujours deux types de contrats qu'on peut souscrire dans le multirisque climatique, donc ce qu'on appelle par groupe de culture ou à l'exploitation. Donc, par groupe de culture, on a la partie atelier grande culture et légumes. Donc, il faut assurer au moins 70% de la surface des cultures de ces groupes-là. Et après, par rapport à la viticulture, l'arbre et les prairies, on doit assurer la totalité de la surface pour le groupe de culture. Et le deuxième type, c'est à l'exploitation. On doit assurer au moins 80% de la surface en culture et assurer également deux types de récoltes différentes. Et on considérerait que toute l'exploitation serait donc assurée. Et une condition principale pour l'éligibilité de cette aide-là, c'est ce qu'on appelle les taux de couverture. Donc, c'est la somme de surface assurée divisée entre les sommes de surface admissibles déclarées à la PAC. Donc, vous voyez pour tous ceux qui est les trois premières lignes, Arvo, Viti et Prairie, on a un taux de couverture qui doit se positionner entre 95 et 105% de notre surface déclarée. Et pour la partie grande culture, on est entre 70 et 110 pour le taux de couverture et les contrats à l'exploitation entre 80 et 110, sauf si une des cultures assurées dans ces deux groupes de cultures qu'il faut assurer, c'est de la vigne et on serait toujours sur cette petite déviation à 105%. Voilà, donc il n'y a aucun changement, hein, depuis 2023, c'est comme ça. Une nouveauté qu'on avait eue aussi en 2024-25, si je me rappelle bien, c'est la partie interlocuteur agréé. Donc, pour tous les exploitants, par défaut, l'interlocuteur agréé, c'est leur assureur. Et dans les cas où l'exploitant ne serait pas assuré, il est tenu de désigner un interlocuteur agréé pour qu'il puisse, voilà, en cas de sinistre, mais, qui est un interlocuteur auprès d'une assurance pour faire ces déclarations de perte. Donc ça, sur Telepac, on va le retrouver à la fin de la déclaration, cette partie pour désigner l'interlocuteur agréé.
Je continue? Non, c'est bon, Non, c'est bon? je Allez. croyais que tu allais ajouter quelque chose sur les Non, non. assurances. D'accord. Et donc, pour le bio, donc, rappelez qu'il ne resterait que de l'ancienne programmation, les contrats qui auraient été souscrits en 2022 et donc 2026 serait la dernière année. Donc, ces exploitants-là, ils doivent continuer à déposer son dossier PAC et déclarer les essais de bio, y compris si aujourd'hui ils sont plus agriculteurs actifs. Parce que je rappelle, lorsqu'ils s'étaient engagés en 2022 sur ce type de contrat, la notion d'agriculteur actif n'existait pas, donc ils s'étaient engagés sur d'autres mesures. Mais c'est la dernière année qui pourront rester avec cette programmation. Pour tous ceux qui se sont engagés ou qui vont s'engager à partir de 2023 ou qui vont le faire cette année, rappelez les règles. Donc, on ne peut engager dans un contrat la conversion bio que des parcelles qui seraient reconnues par l'organisme certificateur comme en étant des conversions de première année ou de deuxième année. Ce sont des contrats de 5 années avec une plancher à 300 euros d'aide minimum et un plafond à 18 000 euros par exploitation et par an. Il y a deux cas de déplafonnement. Donc, pour les jeunes agriculteurs, jusqu'à 34 000 euros. Et par les agences de l'eau, lorsqu'on a des parcelles qui sont dans des serres de captage prioritaire qui sont définies par les agences de l'eau, RMC et Adour-Garonne, jusqu'à également 34 000 euros. Et voilà, c'est une aide sur laquelle, comme la plupart des aides de la PAC, on va pouvoir démultiplier les plafonds par les nombres d'associés dans les cas d'un GAEC. Petit rappel pour l'élevage, hein, et, la conversion simultanée des surfaces des cultures et des animaux elle est possible, mais ça peut se faire en décalé. Donc, il y a un maximum 2 années pour convertir les animaux suite à la conversion des cultures. Donc, les montants n'ont pas évolué. Ce sont les mêmes qui avaient été validés en 2023. Donc, je vous laisse quelques instants à l'écran. Euh, les nouveautés qu'on va pouvoir observer à partir de 2026 et certaines en 2025, ça concerne l'aide à la conversion pour les légumineuses fourragères, qui est maintenant plafonnée à 10 hectares, donc 3 500 euros par exploitant, par an et par exploitation. Et donc voilà, ça veut dire qu'on ne pourra pas engager à la conversion plus de 10 hectares, sauf si l'exploitation est dotée d'un atelier d'élevage. C'est-à-dire que les éleveurs ils sont exemptés de ces plafonds. Et il y a aussi, en fonction de la surface, on peut déplafonner ces plafonds de 10 hectares de légumineuses lorsqu'elles ne dépassent pas 25% de la surface par rapport à la surface en céréales ou au géoprotagine. Donc, c'est pour éviter certains abus ou ce qu'on peut considérer des abus des exploitants qui tiennent des ateliers en conventionnel et que les légumineuses en bio. Voilà, donc c'est pour pousser à que les exploitants soient à 100% en bio. Et je pense qu'on le parle tout à l'heure. Non, et bon, bon, on le parle plus pour la coriandre, vous le savez, parce que la question elle revient très souvent. La coriandre est plafonnée à 3 hectares hein, pour l'aide de 900 euros en tant que PPAM. Voilà. Il y a des conditions spécifiques maintenant pour bénéficier d'une aide de 900 euros pour la coriandre, sinon elle est tout simplement considérée comme une culture annuelle à 350 euros l'hectare. Crédit d'impôt. Donc, on l'évoque toujours au moment de la PAC, même si c'est pas quelque chose qu'on va déclarer à la PAC, on va plutôt le faire avec la déclaration d'impôt. Donc, voilà, vous pouvez demander un crédit d'impôt sur l'année 2025 à demander maintenant à la déclaration que vous faites en 2026. Donc, c'est un montant forfaitaire qui est possible de le cumuler avec l'éco-régime et les aides à la conversion, donc dans la limite de 5 000 euros par an. C'est soumis à la transparence GAEC. Rappelez que c'est un crédit d'impôt, donc même pour un foyer qui ne serait pas imposable, il reçoit un chèque. Donc voilà, c'est un crédit, c'est pas une déduction d'impôt.
Et il y a une règle à respecter, c'est qu'au moins 40% des recettes doivent être issues de l'agriculture biologique. Ok, merci Carlos. Donc, je continue sur les mesures environnementales. Donc, on vous a mis ici la carte des territoires qui restent ouverts pour 2026. Alors, ça se réduit, hein, puisque il y a un certain nombre de secteurs qui ont été fermés, donc il n'y aura plus d'engagement possible. Donc, on a rajouté le tableau des opérateurs, puisque territoire par territoire, il y a des organismes qui sont censés faire l'animation. Tout ce qui est en gris ici, c'est fini. Il n'y aura pas d'engagement en 2026. Reste ouvert. C'est 5 territoires, 6 territoires. Voilà, donc pour lequel on a rajouté les contacts, mail et téléphone pour récupérer des infos, en sachant que principalement les agriculteurs dans ces territoires qui vont pouvoir s'engager sont déjà informés de cette possibilité, quoi. Enfin, il faudrait. On a la semaine prochaine une réunion avec la DDTM, la Chambre et puis les différents opérateurs pour recaler tout ça. Simplement, ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est que comme la PAC se termine, l'engagement pour les territoires qui restent ouverts, c'est plus que 3 ans au lieu de 5. Voilà, donc les cahiers des charges seront modifiés pour pouvoir intégrer cette réduction de durée. Bon, après, pour le reste, écoutez, nous, au niveau de la PAC, la seule chose que l'on peut faire, c'est de récupérer le diagnostic environnemental qui a été rédigé par l'opérateur et signé par l'agriculteur, bien sûr, et l'intégrer à la déclaration PAC, puisque l'engagement des mesures environnementales se fait au moment de la déclaration PAC. Voilà. Donc, pour tous les gens qui sont engagés depuis 2022, comme l'a dit Carlos, 2023, 2024, etc., jusqu'à l'an dernier. On vérifiera que les engagements en 2026 soient bien conformes à ce qui était précédemment engagé. Et pour les nouveaux, on fera les engagements à condition que l'agriculteur vienne avec un diagnostic clairement établi. Voilà. Carlos, des questions? Oui, y a-t-il un crédit d'impôt pour l'HVE? Moi, je dirais que de mémoire, ça me parle, 2500 euros. À un moment donné, on avait eu une circulaire qui parlait de ces trois crédits d'impôt, un pour les HVE, un pour le bio et un pour les zéro desservage. Ouais. Mais c'est de mémoire, j'ai pas la certitude. Il faudrait qu'on le revérifie. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on vérifie l'info et on vous le renvoie sur les adresses mail que vous avez utilisées pour vous inscrire. Hein, comme ça, on vous partage l'information. Mm. Mais je suis pas si sûr que ça, que ça soit, que Ouais, ça soit encore d'actualité. ouais, je pense peut-être. J'ai plus entendu parler depuis quelques années, de ça. Mais on le vérifie et on vous fait un retour. Voilà, donc concernant les MAE, on en a deux autres qui sont l'apiculture et les races menacées, donc en élevage, où ces mesures qui sont financées par la région Occitanie, voilà, existent, fonctionnent toujours. Il y a les règles qui sont établies là. L'obligation qui est faite à ces exploitants, c'est de demander, de déposer un dossier PAC qui les oblige à s'engager au travers de la PAC à conditionnalité. Mais il faut en plus faire la demande d'aide sur le site de la région Europac. En juin pour l'apiculture et en juillet voilà, pour les races menacées. Donc, on a rappelé ici les règles principales pour ces deux MAE. Voilà. On a balayé l'ensemble des aides actuelles liées à la PAC. Et je vous propose d'enchaîner sur les obligations faites aux agriculteurs, à savoir la conditionnalité avec les bonnes conditions agricoles environnementales. Alors, la première BCE, c'est la 1, donc c'est le maintien du ratio de prairie pâturage permanent. Donc, c'est le BCE élevage. Donc, les agriculteurs sont libres sur leur exploitation de faire ce qu'ils veulent. Au niveau de notre région, le pourcentage de prairies naturelles augmente au détriment des zones cultivées. Donc, tant qu'on est dans cette augmentation-là, chaque agriculteur est libre de faire ce qu'il veut sur son exploitation. Donc, il peut retourner toutes ses prairies pour y faire que des céréales ou des oléoprotéagineux. Sauf, bien sûr, je le rappelle, ceux qui sont impactés par les zones Natura 2000 et la BCE 9, prairies et landes sensibles, où eux, c'est zéro labour. Voilà.
Mais hors prairies sensibles, chacun fait ce qu'il veut. La 2, protection des zones humides et tourbières. Donc, sur Géoportail, il y a une cartographie qui identifie les lieux où sont positionnées ces zones humides. Alors, elle n'est pas très riche, hein, cette cartographie. Je crois qu'il n'y a que 2 zones qui sont identifiées. Donc, pour lequel, c'est un agriculteur dans son périmètre de déclaration PAC d'îlot, il a une zone humide ou une tourbière, alors il doit la préserver. Honnêtement, cette BCE existe depuis 2015, mais jusqu'à l'année dernière, il y avait zéro zone humide positionnée. Là, ils en ont trouvé 2. Alors, C'est la palme, hein, oui, c'est principalement la Palme, ouais. ouais. Alors effectivement, il y en a beaucoup plus dans notre département, mais les gens qui sont censés les localiser, ils ne les ont pas encore retrouvés. Bon, on verra si c'est maintenu dans l'avenir ou si un jour ça disparaît, ça. Mais en attendant, le message qu'il faut faire passer donc, aux agriculteurs, c'est les zones humides ont un vrai intérêt sur le maintien de l'équilibre hein, de nos territoires, donc il faut les préserver tout simplement. La BCE3, Carlos, je te la laisse celle-là. Ouais, elle est très compliquée à expliquer. Donc, voilà. Bon, vous avez interdiction de brûler les chaumes, sauf s'il y a une dérogation par des motifs phytosanitaires, parce qu'il est vrai que, il y a eu à l'époque des bonnes raisons pour phytosanitaires pour brûler les chaumes. Donc voilà, très simple. On passe à la 4. Donc celle-là, elle concerne beaucoup plus d'exploitants. Donc c'est par rapport aux cours d'eau, comme quoi ils doivent être bordés d'une bande ennervée de 5 mètres sur laquelle l'apport de fertilisants et produits phyto, elle est interdite. Donc on va faire un petit point plus en détail sur cette réglementation liée aux cours d'eau parce que souvent on risque de mélanger souvent. Donc, il y a tous les cours d'eau titres de la BCAE 4 qui sont identifiés sur Géoportail, sur Télépac et sur des applications type Mes Parcelles. Donc, c'est des cours d'eau sur lesquels on a obligation de laisser une bande tampon de 5 mètres ennervée sans apport de fertilisants ni de produits phytosanitaires. Et de l'autre côté, on retrouve aussi une réglementation qui concerne cette fois-ci, la réglementation phyto, donc les CNT, les DVP, donc zone de non-traitement et dispositifs végétalisés permanents. Cette fois-ci, ça concerne tout ce qui est cartographié en bleu sur la carte d'hygiène en 25 millième. Donc, j'insiste sur le fait que c'est tout ce qui est en bleu, que ce soit un point, une ligne, une surface, une ligne entreplein, nommée, pas nommée, pointillée. Si c'est bleu, la CNT est obligatoire. Et la CNT dépend du type de produit phytosanitaire que l'agriculteur va utiliser. Euh, donc, il y a des produits CNT 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres. Voilà. Euh, Ce qui peut des fois porter à confusion, c'est qu'il existe une dérogation pour ramener toutes les zones de non-traitement à 5 mètres pour les produits phytosanitaires, à condition d'implanter une bande ennervée de 5 mètres, d'être équipé de matériel de réduction des dérives et d'avoir une cahier de traçabilité. Donc voilà, ça voudrait dire que voilà, ça, on va dire cette règle sur le phyto, le CNT, le DVP, c'est la règle la plus restrictive parce que ça concerne vraiment tout ce qui est en bleu sur la carte d'hygiène, alors que la conditionnalité BCE4, ça concerne quelques cours d'eau et pas comme par exemple tous les fossés qui sont concernés par la CNT. Donc voilà, c'est la principale différence. Il y a des similitudes entre les deux. Bien entendu, tous les cours d'eau de la VCE 4 font partie de la réglementation phyto pour la CNT, mais pas à l'envers. Pour le 5, gestion du travail du sol en pente et l'interdiction du travail dans les sols gorgés d'eau ou inondés. Donc bon, comme la plupart de ces règles-là, donc c'est beaucoup de c'est des pratiques qui sont déjà habituelles dans le milieu agricole, hein. Personne ne travaille ces sols inondés. Donc, voilà, c'est un rappel au bon sens.
Et la BCE6, donc la couverture de sol, donc c'est pour éviter d'avoir du sol nu, surtout en période hivernale. Donc toutes les parcelles qui sont situées en zone vulnérable de la directive nitrate, donc ils sont déjà concernés par l'application du PAN ou du PAR, le plan d'action national ou régional. Ils ont déjà des règles. Mais la PAC, depuis 2023, l'a élargi aussi aux parcelles situées en dehors des zones vulnérables. Donc, ça concerne les intercultures longues. Euh, voilà, donc une culture de printemps après une culture d'hiver, dans laquelle il va falloir obligatoirement avoir une couverture végétale de 6 semaines minimum entre le 1er septembre et le 30 novembre. Donc, les couverts autorisés, c'est les couverts sémés, les repousses, les cannes, les chaumes. Donc, souvent, on communique sur le fait de laisser les chaumes jusqu'au 15 octobre. Pas de chômer avant le 15 octobre. Ça permet de, si vous voulez, entre le 1er septembre et le 15 octobre, ces chômes vont satisfaire cette règle de 6 semaines de couverture végétale. Donc voilà, si on communique dans ce sens-là, de ne pas déchômer les parcelles avant le 15 octobre, on en est sûr de que tous les exploitants vont de facto satisfaire cette BCAE 6. L'A7, donc c'est la couverture voilà, la rotation de culture. Donc cette fois-ci, ils sont exemptés les exploitants qui sont 100% bio ou qui ils ont des surfaces très faibles en terre arable, de moins de 10 hectares, ou des exploitants qui ayant plus de 10 hectares, plus de 75% de ces surfaces est consacrée à la production d'herbes, de légumineuses, des jachères, des prairies permanentes ou des prairies temporaires. Donc, on retrouve des anciennes règles de verdissement, si vous voulez, ici. Donc, cette règle, la BCAE7, elle est observée à deux types de niveaux. À l'échelle de l'exploitation, il doit y avoir une rotation qui concerne au moins 35% des les terres arables cultivées. Donc, c'est un critère annuel. Donc, d'une année à l'autre, il faut qu'il y ait au moins 35% des terres arables cultivées qui changent de culture. Et ça s'observe aussi un critère pluriannuel à l'échelle à l'échelle de la parcelle, cette fois-ci, donc sur 4 années consécutives. Il est interdit de faire 4 années d'affilée la même culture, sauf si on implante entre les deux cultures une culture secondaire. Donc voilà, donc après, en dehors des gens qui font du maïs, et encore il y a des dérogations pour le maïs, c'est des pratiques qui ne s'observent pas dans les départements d'un exploitant qui fasse 4 années d'affilée du tournesol ou 4 années d'affilée du blé dur sur la même parcelle. Donc voilà, les pratiques normales de notre département permettent de satisfaire ce type de règles. Et voilà, bon, il y a les cultures qui sont considéré culture secondaire pour cette histoire de la rotation. Et depuis l'année dernière, ils avaient introduit aussi les règles de l'ancien verdissement. C'est des conditions d'extension de cette règle BCE7. Donc, voilà, les exploitants de moins de 10 hectares, ils sont exemptés. Les exploitants qui sont entre 10 et 30 hectares, s'ils sont deux cultures différentes dont la principale fait moins de 75% de la surface, ils peuvent déroger à la règle. Et les exploitants qui ont plus de 30 hectares, ils auraient besoin de trois cultures, dont la principale doit faire moins de 75% de la surface arable, et l'addition des deux principales doit représenter moins de 95% de la surface arable. Donc, ça, c'est les anciennes règles du verdissement qui ont été d'actualité entre 2015 et 2022 et qui ont été reprises l'année dernière pour un peu assouplir la réglementation. Mais voilà. On peut soit satisfaire la BCAE7 par ces règles-là ou par les autres cités antérieurement, les critères annuels à l'exploitation, pluriannuels à l'exploitation ou annuels à la parcelle. OK. Du coup, si je continue, la BRI, donc c'est tous les éléments infrastructures agroécologiques favorables à la biodiversité qu'il faut conserver sur l'exploitation. Donc des dérogations aussi pour les petites exploitations de moins de 10 hectares de terres arables ou pour les exploitations majoritairement consacrées à de la production d'herbes
donc en élevage ou les gens qui sont à jachère. Voilà, plus de 75%, on déroge à ces critères-là. Donc, du coup, il y a eu depuis 2 ans une suppression des obligations de maintenir un taux d'infrastructure agroécologique sur les exploitations, mais il est resté quand même l'obligation de maintenir sur l'exploitation les mares bosquets de moins de 50 ans et les haies de moins de 10 mètres de large. Donc, dans Télépac, on l'a dit tout à l'heure, il y a différentes couches en haut à gauche que vous pouvez afficher. La couche prairie sensible, vous cliquez dessus, elle apparaît en violet à condition d'avoir un zoom assez proche de la carto. La BCA8, elle apparaît aussi, donc vous allez avoir hachuré rouge tous les mares, les bosquets, les haies qu'il faut que vous mainteniez, que les exploitants maintiennent à l'exploitation. On a également la BCAE4 avec les cours d'eau pour lesquels il faut avoir des bancs tampons, donc ça peut s'afficher. Et on retrouve également pour les terres arables l'historique du couvert pour savoir si sa prairie elle est de moins de 4 ans, 4e année ou 5e année, et auquel cas, si elle reste en herbe, pardon, elle passe de la famille des prairies pâturage permanent, donc, et plus des prairies temporaires. Voilà, ça fait partie de toutes les couches. Et lorsqu'on est sur la BCAE 8, il faut maintenir ces éléments. Pour la haie, il y a moyen de pouvoir réimplanter des haies ailleurs sur l'exploitation et de les arracher à certains endroits. Tout ça doit se faire avec l'aval de l'administration, de la DDTM. Voilà, donc il faut se rapprocher des services de l'État pour pouvoir faire des déplacements d'engagement sur les haies et arracher celles qui vous gênent. On peut entretenir, couper, et nettoyer les haies entre une période qui va du 16 août, après le 16 août jusqu'au 15 mars, donc dans cette période-là. Donc là, on peut intervenir. Si je formule à l'opposé entre donc le 15 mars et le 15 août, je ne peux pas intervenir. Pour cette année, on a eu des soucis de vent violent avec beaucoup de dégâts sur des arbres et de la végétation, tout simplement. Nous avons la semaine prochaine rendez-vous avec la DDTM. On va voir avec eux s'il est possible d'avoir un prolongement de cette période parce qu'il reste beaucoup de travail à faire et à intervenir. Et il ne faudrait pas que les agriculteurs soient pénalisés parce qu'ils sont en train de couper des arbres qui sont tombés. Donc à cause du mauvais temps. Voilà. Donc pour cette partie-là. Et la dernière, donc la BCE9, les prairies et landes sensibles pour lequel c'est interdiction de labourer et de détruire la biodiversité. Donc je vous rappelle qu'on peut faire un travail du sol superficiel avec un sursemis. C'est le labour qui est interdit. Donc on a la carte ici. En vert, toutes les zones prairies sensibles. Sous le vert, vous avez du hachuré rouge qui correspond aux landes sensibles, mais le hachuré rouge, il déborde aussi du vert. Voilà, donc ça, c'est les landes qui doivent rester en landes. En vert, c'est les prairies qui doivent rester en prairies. Et il y avait une dérogation qui avait été obtenue que je vous avais déjà présentée l'année dernière. Là, voici. Alors, si ceci, si cela, si le reste, pas si cela, pas à droite, un coup à gauche. Honnêtement, j'ai passé 2 mois à échanger avec les services de la DDTM pour essayer de comprendre et de voir comment cette dérogation pouvait être utilisée. Au bout de 2 mois, j'ai laissé tomber parce qu'au final, il faut une attestation de l'opérateur de la zone Natura 2000 qui fait que je m'y suis perdu dans cette affaire. Donc, mercredi, on a rendez-vous avec les services d'été. À l'ordre du jour, il est prévu de rediscuter de ces dérogations-là et de trouver un moyen que ce soit facilement explicable aux agriculteurs. Aujourd'hui, moi, j'y suis pas arrivé. Alors, il y a peut-être une façon autre de faire, je ne sais pas. J'attends que les services de l'État me l'expliquent. En attendant, moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'ils font ce qu'ils ont à faire, mais surtout, ils continuent à déclarer des prairies permanentes. Voilà. Et puis, ils ne vont pas trop sur le terrain voir ce qu'il en est. Donc, ça passe bien comme ça. Voilà. Quant aux autres obligations liées aux exigences réglementaires, donc ça concerne le changement climatique, la gestion de l'eau, le sol, la biodiversité, les paysages, la sécurité des denrées alimentaires, les bonnes utilisations de produits phytopharmaceutiques avec toute la traçabilité qu'il faut avoir derrière, le bien-être animal, bien sûr, et toute la partie identification des animaux. Donc, on rappelle ici toutes les exigences
on va pas là présenter parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais n'empêche que les agriculteurs, s'ils sont concernés, ben, doivent aussi respecter ces obligations-là. Carlos? Ouais, et ça me fait penser aussi à, c'est vrai qu'on ne l'a pas ajouté dans ce diaporama de la PAC, mais ça mériterait de l'évoquer, cette obligation sur la traçabilité phytonumérique obligatoire à partir du 1er janvier 2027. Donc elle allait être obligatoire pour janvier 2026, mais finalement ça a été reporté d'un an. Mais voilà, rappelez que tous les agriculteurs, à partir du 1er janvier 2027, auront l'obligation d'avoir une traçabilité numérique. Euh, donc voilà, on a il y a des outils qui vont être déployés par les chambres d'agriculture à l'automne. Il y a des évolutions aussi prévues sur mes parcelles pour satisfaire cette réglementation. Mais voilà, le fait est qu'à partir du 1er janvier, tous les agriculteurs auront l'obligation de pouvoir présenter la traçabilité numérique. Donc, bon, on va dire que pour la traçabilité de 2027, il faut que plus tard, le 31 janvier 2028, l'exploitant ait sa traçabilité numérique faite et sous 10 jours en cas de contrôle. C'est ça qui est la partie un peu plus embêtante parce que là, il y a très très peu de délais pour réaliser une traçabilité numérique si on n'en a pas l'habitude. Voilà, et puis pour continuer avec la fin de cette présentation, donc parler du système de suivi de surface en temps réel, hein, donc ce qu'on connaît sous le nom du satellite. Donc rappelez, c'est des satellites font des tours et des prises de vue tous les 5 jours. Des images, vous allez voir dans l'écran suivant, des images de très basse définition avec un pixel de 20 mètres par 20 mètres. En soi, il nous permet d'identifier s'il y a un couvert ou s'il y a du sol nu sur la parcelle. Et avec ça, il s'arrive à construire, vous le voyez dans l'image de droite, un profil temporel qui permet d'évaluer l'évolution de l'herbe sur une parcelle, par exemple. Et donc, du coup, arriver à déterminer si ça correspond à une culture, si ça correspond à une jachère, s'il n'y a pas d'herbe, s'il y en a. Donc, voilà, l'exemple que vous voyez à droite, mais ça correspond à une culture, une céréale d'hiver où on voit vers le mois de novembre une baisse, donc j'imagine un semis avec une montée progressive jusqu'à l'été et après une moisson qui fait chuter vertigineusement la couverture végétale et après une reprise des chaumes ou la repousse. Donc, lorsque on déclare une parcelle, par exemple, en blé dur d'hiver et on va dire l'ASP retrouve un profil temporel parcelle qui ressemble à celui de l'image, ben, ils vont valider. Lorsque, admettons, on a ces profils temporels et on a déclaré une jachère, ben, du coup, ça va générer les fameux faux rouges. Donc, du coup, l'administration va contacter l'exploitant pour lui dire est-ce que vous ne êtes pas trompé dans votre déclaration? Et ça va permettre de corriger. Donc ça, on en corrige des dossiers jusqu'au 20 septembre et bien au-delà parce que pas plus tard que cette semaine, on continue à faire des échanges avec la DDTM, des mails pour rattraper des cultures, des pièces justificatives et des déclarations sans arrêt. C'est vrai qu'à à une époque, la PAC se finissait le 15 mai. Aujourd'hui, on n'a pas fini la précédente, qu'on est en train de commencer en 2026. Donc, bon, mais c'est une bonne chose, ça aussi, il faut le dire. Ça permet de corriger plein de déclarations. On a fait pas loin de 100, 150 corrections, si on compte tout. Et d'avoir aussi un dialogue constant avec la DDTM et l'exploitant pour corriger des choses. Voilà, et puis bon, vous parlez très rapidement, mais ça concerne très peu de monde, c'est cette application Télépack Géophoto. Donc, lorsque, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un feu rouge sur la déclaration, la DDTM demande de corriger une parcelle, mais l'exploitant veut apporter des preuves comme quoi la parcelle est bien déclarée. Il y a cette application pour faire des photos géolocalisées. Donc, c'est très un cas très typique, c'est les viticulteurs qui déclarent un plantier. Sur l'image satellite, on n'y voit que du sol nu et les viticulteurs est invité à faire des photos géolocalisées sur sa parcelle pour bien montrer qu'il y a un plantier qui est en place. Voilà, c'est un cas très typique.
Rappeler les dates des dépôts des dossiers PAC, donc il n'y a pas de changement, c'est toujours du 1er avril jusqu'au 15 mai. Les dépôts avec pénalité du 16 mai jusqu'au 9 juin et après le 9 juin, le dépôt des dossiers PAC est impossible. Euh, voilà. Donc, du 1er avril au 15 mai, ça n'a pas de changement et les modifications période de droit à l'erreur jusqu'au 20 septembre. Voilà, concernant l'accompagnement que nous faisons à la Chambre d'agriculture, donc pour les gens qui nous sollicitent, c'est l'inscription dans le cadre d'une délégation via Télépac. Le numéro ici de portable de Mathilde qui aide les gens à s'inscrire. Et donc nos tarifs, alors effectivement, les tarifs sont relativement élevés hein, pour les agriculteurs. Tarif également pour les abonnés parcelles, mais dans ce tarif, il n'y a pas que la déclaration, il y a bien sûr effectivement la déclaration, mais il y a aussi tout le suivi qu'on peut proposer donc dans un second temps pour des corrections, droit à l'erreur par exemple, ou pour vérifier des paiements, ou pour accompagner lors de contrôle, notamment les feux rouges, où nous devons reprendre la main pour faire les corrections et les échanges avec les agriculteurs. Voilà, donc toute la partie déclaration et accompagnement comme l'a dit Carlos, jusqu'à maintenant, puisqu'on corrige encore des dossiers alors qu'on est en train de préparer la campagne suivante, eh bien, ça fait partie de cette prestation-là. Voilà, donc des liens utiles avec voilà, des infos à récupérer sur le site de la Chambre d'agriculture. Donc, je vous rappelle que le webinaire est enregistré. Il sera mis en ligne et il viendra remplacer celui de 2025 avec les mises à jour que l'on a pu faire cette année. Le diaporama est sur l'APAC et sur le prorata sera également disponible d'ici la fin du mois, puisqu'on va attaquer la formation des conseillers, des agents de nos collègues. Donc, ils seront à peu près 40 avec les partenaires à accompagner, pas tout à fait 2000 agriculteurs. Donc, une fois qu'on aura formé tout ça, tous ces personnes-là, pardon, et donc tout début avril, on remettra sur notre site les supports à votre disposition et sur la version de 2026. Donc, il y a après des infos, le site de la ministère de l'Agriculture, la préfecture, Télépac, voilà, pour les notices et formulaires et pour les télédéclarations. Voilà, je Ouais, pense qu'on a fait le tour, Carlos. deux petites choses pour finir. Je voulais vous afficher ici à l'écran un tutoriel sur les délégations d'un dossier PAX vers un organisme de service qui a fait notre collègue Mathilde. Voilà, un exploitant doit se connecter sur son compte Télépac avec son utilisateur, c'est le package, les mots de passe. S'il a oublié le mot de passe ou il va créer par la première fois son compte et il clique sur créer un compte au mot de passe perdu, il doit renseigner un certain nombre d'éléments pour créer un nouveau mot de passe et elle est déjà disponible sur Télépac, la partie délégation à un organisme de service. Donc en cliquant là, ça va ouvrir une fenêtre avec un menu de roulant dans lequel différents organismes de services pardon, qui sont répertoriés par la DDTM. Donc, un exploitant qui souhaiterait se faire accompagner par la Chambre d'agriculture viendrait choisir ici Chambre d'agriculture. Et ensuite, c'est très, très important pour nous, il doit déléguer son dossier. Il faut bien faire attention à la ligne, c'est délégation des préparations et signatures, parce qu'on est nous aussi signataires du dossier PAC. Et il doit nous donner aussi également les suivis administratifs de la campagne en 2026. Ça nous permet de faire tous les suivis tout au long de l'année. Ça passe par les modifications, les réceptions des aides, les questions diverses et confirmer la délégation. Donc, à ce moment-là, il recevra par mail une confirmation de qu'il a fait sa demande. Mathilde, notre collègue qui s'occupe de toutes les inscriptions PAC, elle validera ça et à ce moment-là, cet agriculteur va la liste des dossiers PAC qu'on accompagnera à la Chambre d'agriculture. Je vous laisse le numéro de téléphone de Mathilde que vous pouvez contacter si vous avez des questions sur les inscriptions. Et je voulais reprendre trois petites questions qui étaient restées sur le chat. La traçabilité numérique peut être en format Excel. Donc, oui, sous condition, parce qu'il faut que ce format Excel ait un format spécifique.
c'est-à-dire un certain nombre de colonnes spécifiques dans le bon ordre pour qu'il y ait une harmonisation de toute la traçabilité numérique. Donc, ce que je peux vous dire à ce moment-là, le ministère a mandaté les chambres d'agriculture pour créer ces fameux fichiers Excel qui sera national, qui sera mis en ligne de façon gratuite sur le site de la Chambre d'agriculture pour que les exploitants puissent eux-mêmes sur ces tableaux Excel euh, écrire sa traçabilité. Donc, ça sera un document, on va dire, entre guillemets, marque blanche. Donc, ça ne sera pas estampillé Chambre d'agriculture. Il n'y aura pas de vérification phyto, c'est-à-dire sur la homologation des produits, mélange, dose maximum homologuée, nombre maximum d'applications annuelles, délai de rentrée en plein champ, délai avant récolte. Rien de tout ça sera vérifié, ça sera juste un format pour que les agriculteurs puissent tracer et respecter la règle. Et après, on va mettre en place des prestations pour les agriculteurs, pour les accompagner à faire la traçabilité phyto, cette fois-ci avec une vraie vérification de ces enregistrements. Et aussi, vous connaissez aussi le logiciel Mes Parcelles aussi, sera un outil qui servira et à faire de la prestation et à mettre à disposition des agriculteurs qui seraient autonomes, un outil pour satisfaire cette traçabilité phyto obligatoire. Et question suivante, le suivi a-t-il lieu 365 jours par an ou c'est sur une certaine période? Donc, c'est toute l'année. Le satellite fait des prises des vues. C'est vrai qu'il y a des périodes plus intéressantes que d'autres, mais voilà, les images satellites, c'est tous les 5 jours. Et où on trouve cette application de géolocalisation. Donc, j'imagine que c'est l'application Télépack Géophoto, c'est sur les Play Store ou l'Apple Store, en fonction du dispositif, on peut la télécharger. Mais elle ne sert que si la DDT